Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout dernier épisode de l'été américain. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, nous allons parler de films de super-héros dits vintage, sortis durant les années 90, à savoir des films dont les héros ont été créés dans les années 30 ou dont les actions se situent dans les années 30. Donc si vous êtes prêts, on y va! Suite au succès fracassant du Batman de Tim Burton en 1989, les studios hollywoodiens décident de passer à l'offensive super-héroïque. Et les premiers à se lancer dans le filon sont les studios Disney en 1990 et 1991 avec les films Dick Tracy et Rocketeer. À l'origine, Dick Tracy est le héros du comic strip éponyme créé par Chester Gould en 1931, et le film de Warren Beatty n'est absolument pas la première adaptation autour du personnage. Ainsi, 4 sérioles ont été produits entre 1937 et 1941, avec l'acteur Ralph Bird dans la peau du détective. Puis la RKO a produit 4 films entre 1945 et 1947, avec dans un premier temps Morgan Conway, puis Ralph Bird qui faisait son grand retour dans la peau de Dick Tracy pour les 2 derniers films. L'acteur-réalisateur Warren Beatty se dit intéressé par Dick Tracy à partir de 1975, mais des problèmes de droit l'empêchent de faire l'adaptation, et le projet va devenir de plus en plus intéressant à partir de 1980. En effet, les scénaristes Jack Epps Jr. et Jim Cash ont été engagés pour scénariser l'adaptation de John Landis produite par Universal, mais il se trouve que les traitements n'ont pas convaincu le studio, et les problèmes survenus sur le tournage de la 4e dimension, le film, ont fait quitter John Landis du projet. Warren Beatty revient alors à la charge avec le réalisateur Walter Hill, à qui l'on doit 48 heures et The Warrior, et le producteur Joel Silver. Sauf que Walter Hill voulait une version réaliste et violente, et Beatty voulait une version plus raccord à la BD avec moult couleurs, comme il le fera par la suite dans sa propre adaptation. Warren Beatty voulait également toucher une part sur les recettes du film, ce qui n'a pas plu à Universal, et le projet en est resté là. Paramount a essayé de faire une adaptation avec Richard Benjamin, mais cela n'a pas été très concluant, et les droits ont fini par atterrir chez Disney, avec Warren Beatty à la réalisation et dans le rôle principal. La production ne s'est pas fait sans heurts, puisque l'actrice Sean Young a été virée peu de temps après son engagement, puisqu'elle a repoussé les avances de Warren Beatty, ce dont il s'excusera, et le budget a augmenté de 25 à 47 millions de dollars, ce qui n'a pas forcément plu à Disney. Malgré sa classification PG, Dick Tracy est sorti sous la bannière Touchstone, car Disney trouvait le film tout simplement trop adulte pour eux. Sorti à l'été 1990, Dick Tracy a rapporté 103 millions de dollars au box-office US, puis 59 millions de dollars au box-office international, ce qui est sûrement dû au fait que le personnage est beaucoup moins connu à l'international, pour un total de 162 millions de dollars. Disney s'est dit bien évidemment déçu par les chiffres, s'attendant à des chiffres comme ceux de Batman de Tim Burton, et finalement a laissé tomber tout projet de suite éventuel. Dick Tracy peut être vu comme une sorte de Sin City ou de The Spirit avant l'heure, puisque Warren Beatty a essayé de coller au plus près de l'univers graphique de la bande dessinée, quitte à être parfois un peu grotesque, à l'image des maquillages de certains personnages, comme ceux de Al Pacino, Dustin Hoffman, ou même certains qui ont un look plus proche de la bande dessinée ou du cartoon que d'un contexte réaliste, ce qui a été voulu par Beatty, mais cela donne parfois des personnages qui ont un look un peu kitsch, voire avec des aspects un peu malaisants, à l'image de ces personnages qui ont des maquillages si peu proches du visage qu'on a l'impression qu'ils ont des masques sur la tête. On peut également regretter que Warren Beatty privilégie le personnage de Madonna, qui est une chanteuse de cabaret, à celui de Glenn Headley qui joue sa compagne dans le film, au point de donner lieu à des sous-intrigues romantiques un peu bateaux ou alors qui ne fonctionnent pas vraiment à l'écran. Si Dick Tracy est un film plutôt divertissant, on peut trouver que le film est un peu trop long pour ce qu'il raconte, et le duel entre Beatty et Pacino s'avère un peu redondant au fur et à mesure de l'intrigue. Ce qui nous amène à The Rocketeer, réalisé par Joe Johnston en 1991. Il est adapté d'un comic book créé par feu Dave Stevens en 1982, et contrairement à beaucoup d'auteurs de bande dessinée, qui, une fois qu'ils ont vendu les droits, ne s'impliquent pas plus que cela dans le processus créatif, Dave Stevens a accompagné petit à petit le projet The Rocketeer au cinéma, jusqu'à atteindre les chemins de Disney en 1991.
Mais avant cela, le projet a connu beaucoup de péripéties. Ainsi, Steve Miner, le réalisateur des opus 2 et 3 de la franchise Vendredi 13 et d'Halloween 20 ans après, a failli réaliser le film, mais il se trouve qu'il n'avançait pas à grand chose et Dave Stevens avait fini par reprendre les droits. En 1985, Paul DeMeo et Danny Bilson, les futurs créateurs de la série La Sentinelle avec Richard Burgi, intéressent Dave Stevens à l'idée d'un nouveau projet cinématographique. Ainsi, ils envisagent un film en noir et blanc à petit budget qui va devenir de plus en plus gros au point de devenir un film familial. C'est dans cette optique que Betty Page, qui est la petite copine du Rocketeer, mais également un hommage à la célèbre actrice, change de nom et devient Jenny Blake pour le scénario. Par la même occasion, elle passe également de modèle nu à actrice. De la même manière, le créateur de la Roquette n'est plus le célèbre personnage Doc Savage, mais Howard Hughes, pour éviter des problèmes de droit. Après avoir été rejeté par plusieurs studios, le trio finit par trouver acquéreur avec Disney. Disney a essayé pendant un temps d'en faire une sorte de héros contemporain, mais les scénaristes ont réussi à leur faire revenir sur le concept initial, qui était de faire un film d'aventure dans les années 30 à la mode des Indiana Jones. William Dare, qui est le réalisateur de Bigfoot et les Anderson, était pendant un temps le réalisateur pressenti pour réaliser le film, mais il se trouve qu'au bout d'un certain temps et à force de réécriture, il a finalement laissé tomber. Joe Johnston, qui venait alors de réaliser l'excellent Chérie j'ai rétréci les gosses pour Disney, devient alors le réalisateur de The Rocketeer. Sorti quasiment un an après Dick Tracy, The Rocketeer ne rapporte que 46 millions de dollars au box-office américain pour un budget de 35 millions. Envisagé comme une trilogie par Disney, le film n'aura finalement pas de suite, et c'est à peine si on parle d'un reboot depuis quelques années. Ce qui est particulièrement dommage au regard du film lui-même, qui est un excellent film d'aventure, avec des effets spéciaux qui ont malheureusement beaucoup vieilli, mais qui réservent des scènes plutôt intéressantes, comme le fameux climax sur un zeppelin. Le film peut compter également sur des personnages particulièrement attachants, à l'image du héros du film, incarné par Billy Campbell, qui s'il n'est pas le plus grand acteur du monde, est plutôt correct dans le rôle, mais également Jenny, qui est jouée par la magnifique Jennifer Connelly, qui est en apparence une demoiselle en détresse, mais sait parfaitement se défendre quand la situation le permet. Puis évidemment, il y a le méchant incarné par Timothy Dalton, qui est montré sous le modèle de Errol Flynn, c'est-à-dire un acteur qui visiblement a des sympathies avec les nazis. Dans le cas d'Errol Flynn, visiblement c'était plus ou moins erroné, mais dans le film c'est clair et net, et le personnage essaye bien évidemment de faire passer la roquette du côté allemand afin qu'il progresse technologiquement. Changez le personnage d'Indiana Jones par le Rocketeer et vous obtenez là aussi un film d'aventure très divertissant, avec un casting excellent et par la même occasion une musique de feu James Horner parmi les meilleures de sa filmographie. Au contraire d'avoir pu produire l'adaptation de Dick Tracy, Universal s'est finalement rabattu sur The Shadow. C'est un personnage qui a été créé par Walter B. Gibson et qui a connu diverses vies avant d'atteindre les salles obscures. Un héros qui a parcouru des émissions radiophoniques, des romans et nouvelles, et finalement un comic strip de Vernon Green dès 1938. The Shadow est particulièrement connu de nos jours parce qu'il fut une des inspirations des auteurs de Batman pour la création de l'homme chauve-souris. En 1931, Universal s'attaque au Shadow avec 6 courts-métrages. En 1937 et 1938, 2 films sont produits avec Rod LaRoque dans le rôle principal. Un serial est ensuite produit par Columbia en 1940. Et enfin, 3 films ont été produits par Monogram Pictures. Bien plus tard, feu Martin Bregman, producteur de Scarface ou de Serpico, achète les droits en 1982, mais c'est seulement en 1990 que David Koepp, que vous connaissez très certainement pour avoir été le scénariste des 2 premiers Jurassic Park ou de Spider-Man, est engagé pour écrire le film. Russell Mulcahy a ensuite été engagé pour réaliser le film, après notamment s'être fait remarquer avec Highlander. Voici d'ailleurs le récit de son expérience comme il en témoignait dans le magazine Mad Movies en novembre 2015. Il a été dur à faire car c'était mon premier gros film de studio. Sur Highlander ou Razorback, on m'avait laissé seul avec un producteur qui faisait partie intégrante de l'équipe créative. Au contraire, quand il y a beaucoup plus d'argent dépensé, il y a évidemment une application plus intense du studio, et donc une manière différente de travailler que je connais maintenant mais que je découvrais alors. Par exemple, je suis allé pour la première fois de ma vie à une réunion de merchandising. Pour autant, s'il y a eu des divergences créatives, c'est parce que le studio voulait que le film soit davantage une romance en costume, où le héros masqué deviendrait une sorte de figure secondaire. Sur The Shadow, je m'intéressais plutôt à l'humour des dialogues de David Koepp. Et surtout, j'ai essayé d'emmener le film dans un monde de fantasy, avec des événements étranges et plus d'effets spéciaux.
Par exemple, cela m'a pris longtemps pour convaincre le studio d'inclure dans la scène au Tibet le poignard Cobra dont le manche prend vie en se transformant en un visage avec des crocs. À vrai dire, je voulais que ce poignard Cobra revienne lors du combat final, qu'il déploie des jambes et se métamorphose en une sorte de créature métallique, mais ça, ils l'ont refusé. En sachant que la scène des miroirs qui sert de combat final et que l'on peut voir comme une sorte d'hommage à Opération Dragon aurait dû être initialement beaucoup plus longue. Mais un tremblement de terre a eu lieu sur le plateau et par faute d'argent et de temps, ils ont finalement laissé la scène ainsi. Sorti le 1er juillet 1994 aux États-Unis et le 2 novembre en France, The Shadow mord plus ou moins la poussière avec un box-office total de 48 millions de dollars alors que le budget est à 40 millions. Un film particulièrement intéressant dans un premier temps d'un point de vue visuel, puisque Russell Mulcahy et les artistes des effets spéciaux ont réussi à retranscrire pleinement l'aura du Shadow. En effet, le personnage est connu pour utiliser son ombre dans ses actions super-héroïques, en plus de dons de télépathie, ce qui lui permet de se faufiler par exemple par les murs, ou même d'être en quelque sorte invisible à l'œil nu par moment. L'exemple le plus flagrant reste le climax, où au début, Russell Mulcahy débute par un plan long qui permet de voir le Shadow en train de se faufiler dans le hall d'un immeuble. Par ailleurs, il est bon de souligner que les plans des immeubles, où l'on voit une sorte de présence en train de naviguer dans toute la ville, seront plus ou moins repris dans les Batman de Schumacher, mais cette fois-ci avec la ville de Gotham. Au passage, Mulcahy peut s'aider d'un excellent casting, même si Alec Baldwin dans le rôle titre a parfois un air un peu niais par moment, mais on peut également retenir la présence de Penelope Ann Miller, de Ian McKellen, Tim Curry, et surtout de John Lone dans la peau du méchant qui est un descendant de Gengis Khan. La fin est d'ailleurs assez subtile et plutôt amusante, permettant dans un certain sens de prévoir une suite sans forcément laisser un cliffhanger énorme. Et un reboot n'est pas forcément près d'arriver puisque Sam Raimi galère depuis quelques années à l'idée de faire une réadaptation. Enfin, terminons ce dernier épisode sur The Phantom ou Le Fantôme du Bengale, réalisé par Simon Windsor en 1996. Un personnage créé par Lee Falk en 1936 dans un comic strip. Il a ensuite été adapté par deux serials. Le premier a été produit en 1943 avec Tom Tyler dans le rôle du fantôme. Il a ensuite connu une suite en 1955 nommée The Adventure of Captain Africa à cause de problèmes de droit, avec cette fois-ci John Hart dans le rôle du fantôme. Aussi improbable soit-il, il semblerait que ce soit Sergio Leone qui soit à l'origine d'une possible réadaptation du fantôme au cinéma. Si son projet n'a pas vu le jour, Joe Dante s'est dit intéressé dans les années 90 pour réaliser l'adaptation. Il avait alors pris Jeffrey Boam, son scénariste sur l'aventure intérieure, pour scénariser le film, et il voyait cela comme une sorte de parodie avec notamment un démon ailé au cours du film. Toutefois, le projet étant repoussé d'1 an par la Paramount, Joe Dante a décidé de partir ailleurs. Joel Schumacher a été un temps pressenti pour réaliser le film, mais il fut évincé par Simon Windsor, qui est connu notamment pour avoir réalisé Sauver Willy. Sorti le 7 juin 1996 aux États-Unis et le 25 décembre 1996 en France, le film a coûté 42 millions de dollars et finalement, il n'a récolté que 23 millions de dollars. Ce qui, pour le coup, est un four encore plus retentissant que The Shadow, Rocketeer ou même, dans un certain sens, Dick Tracy qui reste celui qui a le mieux marché des quatre. En quelque sorte, The Phantom partage quelques points communs avec Black Panther puisqu'il montre le récit d'un super-héros qui est issu d'une longue lignée de différents super-héros nommés The Phantom. Comme Rocketeer, il a également une filiation avec Indiana Jones et notamment le Temple Maudit puisque l'on retrouve là aussi une séquence avec un pont qui se casse. Si Billy Zane se retrouve avec un costume que l'on peut qualifier honnêtement de pas possible, il se trouve qu'il est plutôt convaincant dans la peau du personnage principal, et c'est même visiblement une des conditions qui a fait qu'il a été engagé pour le Titanic de James Cameron. Les rôles féminins sont plutôt pas mal pour l'occasion, loin de la jouvencelle en détresse habituelle, à savoir Kristy Swanson et Catherine Zeta-Jones. Treat Williams qui joue le méchant s'avère particulièrement cabotin et ce n'est pas forcément l'un des aspects les plus intéressants du film. Il se fait même par ailleurs voler la vedette par James Remar qui joue finalement le vrai méchant du film, puisque c'est lui qui a assassiné le père du fantôme. Mais aussi Kari Hiroyuki Tagawa qui finit par éclipser Treat Williams alors qu'on ne le voit que dans le climax. Même si le climax est un peu étrange par moments, il se trouve que The Phantom est un film particulièrement efficace, divertissant et qui permet au héros vintage d'être parfaitement retranscrit à l'écran.
Donc voilà pour ce dernier épisode de l'été américain. Je tiens à remercier la plupart des gens qui m'ont soutenu depuis mai dernier, depuis que j'ai recommencé à faire des vidéos, et également ceux qui les ont partagés et commentés sur YouTube ou sur Twitter. Cela m'a permis de voir que cela vous intéressait, et surtout m'a donné envie de continuer à faire des vidéos et de vous donner envie de voir des films, qu'ils soient mauvais ou pas. Donc, je vous attends pour d'autres aventures, et sur ce, je vous dis à la prochaine.